Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on va parler de sport sur KTO puisque la planète a les yeux rivés sur l'Afrique du Sud qui, vous le savez, accueille la Coupe du Monde de football. C'est l'un des plus grands événements sportifs de la planète, l'un des plus médiatisés également. À cette occasion, les chrétiens et l'Église catholique du pays se mobilisent. Pour preuve, les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux seront pour la première fois dans le pays le temps de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, dans l'Église du Monde, coup de projecteur sur cette Afrique du Sud, nation à la fois très riche et très pauvre, nation chrétienne, nation arc-en-ciel, selon l'expression de Monseigneur Desmond Tutu, où les catholiques et les protestants poursuivent la réconciliation post-apartheid. Décryptage sur ce plateau avec Michel Klein. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique australe et l'auteur de ce livre de référence sur le pays, Le défi sud-africain, le creuset des controverses aux éditions France-Europe. Je précise que vous êtes un ancien officier de l'armée française. Vous êtes donc à la retraite et vous avez participé à de nombreuses missions militaires en Afrique australe et donc en Afrique du Sud. On va commencer cette émission par des symboles. D'abord, un symbole géographique. L'Afrique du Sud, c'est la pointe sud de l'Afrique, à l'une de ses extrémités, donc le cap de Bonne-Espérance. Ce cap de Bonne-Espérance, pour les chrétiens, c'est quand même pas anodin comme symbole. Non, c'est pas anodin parce que c'est un pays qui a réussi assez bien la transition du pouvoir blanc au pouvoir noir en 1994. Donc c'est vraiment le pays de l'espoir, malgré les tempêtes qu'il a connues auparavant. Autre symbole, deuxième symbole, c'est cette coupe du monde de football qui sera remise à l'une des 32 équipes qui sera sacrée championne du monde en Afrique du Sud. Pour la première fois, l'événement est organisé sur le continent africain. Pourquoi en Afrique du Sud ? Tout simplement parce que c'est le pays le plus riche d'Afrique, Michel Klein. Absolument, l'Afrique du Sud est à la fois un pays riche, donc qui a toutes les caractéristiques d'un pays industrialisé, mais c'est également un pays pauvre où subsistent encore des poches de pauvreté dans les bidonvilles noirs. Donc c'est un pays paradoxal. Donc ça c'est un contraste très fort. Un contraste très fort. Et avec une bourgeoisie noire qui a émergé ces dernières années. Une bourgeoisie noire qui a émergé et qui est vraiment l'élément vainqueur de la période post-apartheid. On parlait d'espoir tout à l'heure. Quel espoir suscite cette Coupe du Monde pour les Sud-Africains ? Eh bien, le football, le sport en général, est un ciment fédérateur. Et en plus, cette Coupe du Monde représente vraiment le plan de relance économique de ce pays, qui a connu pas mal de crises depuis quelques années. Voilà, on voit par exemple un immeuble de Pretoria qui s'est transformé en ballon de football, donc on l'attend cette Coupe du Monde, c'est important. Elle est attendue avec impatience, surtout que c'est la première fois qu'un pays d'Afrique organise un tel événement sportif. Voilà. Quel est le paysage religieux en Afrique du Sud ? Je disais que c'était un pays chrétien. C'est un pays, c'est une mosaïque religieuse. Il y a en gros 50 millions d'habitants et 70% sont chrétiens. Pratiquement tous les blancs sont chrétiens, 60% des noirs sont chrétiens et la moitié des métis. Mais en dehors de ces 70%, il y a 25% de religions traditionnelles, dites animistes, qui concernent les noirs. Mais chez les chrétiens, il y a une majorité de protestants. La majorité de protestants avec tous les courants du protestantisme, méthodistes, anglicans, baptistes, etc. Et les catholiques représentent quel pourcentage de la population ? Les catholiques représentent en gros un quart du courant spirituel blanc. Cette église catholique sud-africaine a compris l'importance de cette Coupe du Monde de football qui se tient en Afrique du Sud puisqu'elle se mobilise en accueillant, je vous le disais en début d'émission, les reliques de Sainte Thérèse. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a un site internet ouvert depuis plusieurs mois qui cartonne en Afrique du Sud. Il s'appelle Church on the Ball. On voit quelques images de ce site. Une initiative d'un journaliste français qui vit dans le pays, Antoine Soubrier, soutenu par l'église catholique d'Afrique du Sud. Pour chaque match de la Coupe du Monde figurent des
les informations concernant les paroisses les plus proches et les rendez-vous spirituels organisés en marge de cette Coupe du Monde. C'est également un site d'information et de réflexion sur le travail de l'Église en Afrique du Sud. Bref, un site d'information et d'évangélisation soutenu par le cardinal Wilfrid Napier, l'archevêque de Durban, qui est un grand fan de football, qui est enthousiasmé par ce site Church on the Ball. On écoute ce qu'il en dit. Le site Church on the Ball est très attractif, très bien fait. Nous avons réalisé que la Coupe du Monde arrivait cette année et que beaucoup de gens allaient avoir besoin de soutien spirituel. Nous devons donc préparer l'Afrique du Sud à cela. Michel Klein, Church on the Ball, qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Comment on peut traduire? Du ballon? Du ballon, c'est ça, hein, l'église du ballon, hein, effectivement. Donc l'église, élément fédérateur, comme le sport, comme le football, hein, qui est le sport roi hein, en Afrique du Sud. Alors il faut préciser que c'est quand même un sport de noir, contrairement au rugby, qui est un sport de blanc. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, absolument. Hein. Donc ça, comment c'est vécu en ce moment en Afrique du Sud, le fait que le football soit un sport de noir? Est-ce que c'est un symbole aussi de réconciliation? Oui, absolument, parce que les Blancs vont soutenir leur équipe. Hein. Donc c'est un fort symbole de voir des Blancs qui vont soutenir donc une équipe essentiellement noire. Et à l'inverse, en 1995, lorsque l'Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de rugby, qui est un sport de blanc, les Noirs soutenaient hein, l'équipe nationale qui était composée donc pratiquement uniquement de blancs. C'est ce que raconte le film Invictus, hein, qui est sorti au cinéma il y a peu de temps. Alors, à ce propos de diversité ethnique, on va utiliser un autre symbole, celui du drapeau sud-africain. C'est le drapeau officiel depuis 1995. Ce drapeau marque la fin de l'apartheid, symbole de la grande diversité ethnique et culturelle de l'Afrique du Sud. On voit ce drapeau en image. Qu'est-ce qu'il dit de cette diversité ethnique, ce drapeau, Michel Klein? Eh bien, il souligne la richesse hein, et la diversité donc humaine de ce pays, hein, cette nation arc-en-ciel, hein, sur l'expression de l'évêque Desmond Tutu. Je rappellerai donc qu'il y a 4 grandes communautés. La communauté noire, 80% donc de la population sud-africaine, elle-même subdivisée en une dizaine d'ethnies, de groupes ethniques très différents les uns des autres. Hein, notamment avec des Zoulous. Avec des Zoulous majoritaires. Hein, on va voir quelques images de ces Zoulous d'ailleurs. Ouais. La communauté blanche, elle-même fragmentée en blancs africanaires hein, d'origine hollandaise et française. Hein. La communauté métisse dans la province du Cap et la communauté indienne minoritaire dans la province de Durban. Et là, on voit quelques images de ces Zoulous. Alors, voilà. Il faut quand même rappeler qu'entre 1948 et 1991, l'Afrique du Sud vivait officiellement sous apartheid. Apartheid qui veut dire à part, hein, ça voilà, c'est important. Développement séparé des races, ouais. Avant d'évoquer cette période, on a dit qu'il y a un paysage ethnique varié en Afrique du Sud. Ouais. Quel est le rôle des religions justement par rapport à cette diversité ethnique? Alors justement, c'est que la plupart des religions sont représentées dans tous les groupes ethniques. Hein. Donc cet élément permet hein, de favoriser les échanges interconfessionnels entre les différents groupes de population. Et ce fait a permis notamment des discussions intéressantes et enrichissantes pendant l'apartheid. Hein. Et ces groupes confessionnels, justement, ont réussi donc à convaincre les Blancs africanaires à modifier l'orientation sur l'apartheid. Parce que l'apartheid, au départ, avait des origines confessionnelles basées sur la notion de peuple élu. Une justification spirituelle de l'apartheid. Une justification spirituelle. Alors, expliquez-nous ça. Eh bien, selon l'Église africanaire majoritaire, qui est la NGK, NGK ça veut dire en néerlandais Église réforme hollandaise. Donc une église protestante. Une église protestante calviniste. Hein. Les africanaires, cette tribu blanche, appartiennent à un peuple élu. Et le peuple élu a forgé son histoire à travers les épreuves donc, du temps, notamment la guerre des bourgs, hein, entre 1899 et 1902, le Grand Trek, qui est ce grand déplacement qu'ont effectué les Blancs africanaires pour quitter la province du Cap et rejoindre la partie orientale. Donc ces épreuves difficiles ont forgé donc un sentiment d'union hein, et de peuple élu qui ne doit pas se mélanger. D'où l'apartheid, où les Noirs étaient mis à part. Où les Noirs étaient mis à part, voilà. Peut-être les Blancs qui se mettaient eux-mêmes à part. Voilà, c'était une notion de développement séparé. Hein.
Alors un évêque français a très bien connu cette Afrique du Sud de l'apartheid. Je parle de Monseigneur Lafond, l'actuel évêque de Cayenne en Guyane, qui a vécu dans le célèbre ghetto noir de Soweto. Regardez cet extrait de documentaire avec un témoignage très fort de Monseigneur Lafond. Après 10 ans passés dans le diocèse de Tours, le père Emmanuel Lafond entame en 1982 une période de 13 années en Afrique du Sud, où il est envoyé comme prêtre fidei donum. Il sera ainsi le seul prêtre blanc dans le ghetto de Soweto en plein apartheid. Quand je suis arrivé à Soweto, le responsable régional de cette région était en prison. Georges Moïloa, celui avec lequel je devais travailler, était en prison et attendait son jugement. Par conséquent, je me suis trouvé d'emblée avec des jeunes qui risquaient un certain nombre de choses pour le simple fait qu'ils réclamaient que les lois du travail soient appliquées dans leurs entreprises, que les lois scolaires soient appliquées dans leurs écoles et que ceux qui n'avaient pas d'emploi puissent en trouver. Et très rapidement, je me suis trouvé dans une situation où je ne pouvais pas rester, comme on dit en anglais, on the fence, sur la clôture, comptant les points des gens qui s'engageaient. Si bien que, à l'appel d'ailleurs de pasteurs et de prêtres de Soweto, je suis entré dans un organisme de solidarité avec le peuple dans sa lutte contre l'apartheid. On appelait ça MECOR, Ministers United for Christian Co-Responsibility, les ministres du culte solidaires avec le peuple. Il était clair que l'Église, ou des éléments très importants de l'Église, sentaient qu'ils avaient besoin de, comme on le disait en anglais, to stand for the truth, c'est-à-dire se mettre du côté de la vérité, dire les choses, dénoncer les injustices, les tortures, les violences, et que nous le faisions au nom de l'Évangile, jamais pour prendre le pouvoir. Nous n'avions pas à nous substituer à une quelconque organisation politique. Nous agissions en solidarité avec un peuple qui tout entier défendait une cause qui était juste, celle de sa liberté et de sa dignité. Et là, nous nous retrouvions, j'allais dire, totalement en phase avec l'évangile de Jésus-Christ. Michel Klein, quel a été le rôle? Là, on voit le rôle de Monseigneur, du Père Lafond à l'époque, qui a lutté contre l'apartheid. Et l'Église catholique, est-ce qu'elle a fait pareil? Est-ce qu'elle a résisté contre ce régime de l'apartheid? Absolument, et l'Église catholique a été un élément important qui a prêché la non-violence, alors que la plupart des mouvements noirs prêchaient la violence, la révolte. L'Église catholique, comme d'autres églises protestantes d'ailleurs, ont prêché donc la modération pour pouvoir entamer un dialogue avec le pouvoir blanc africaner. Ce qui n'est pas évident, parce qu'on se met à la place de ces prêtres. Il y a beaucoup de violence autour d'eux, puisqu'évidemment, il y a de l'injustice. Et il ne faut pas tomber non plus dans la violence. Donc l'Église a réussi à garder cet équilibre. Alors l'Église catholique, absolument. Elle s'est opposée à ce sujet à l'Église qui a prôné la théologie de la libération, qui est un courant qui est apparu dans les années 80. Plutôt marxisant. Plutôt marxisant, voilà, et qui prônait, lui, la violence. Et bien sûr, le pape Jean-Paul II a condamné cette théologie, donc favorisant ainsi donc, les dialogues des églises non violentes, ou du moins qui préconisaient donc la modération et le dialogue entre les différentes couches de la société. Il faut souligner également le rôle très important de cette église réformée hollandaise dont on parlait tout à l'heure, la NGK, qui a motivé spirituellement l'apartheid, mais qui, paradoxalement, a également été fossoyeuse, j'ai envie de dire, de ce régime. Justement, vous l'avez bien dit, la NGK a été à la fois le maçon de l'apartheid, celle qui a bâti le repère spirituel de l'apartheid, et si l'apartheid a pu s'imposer et durer, c'est parce que la NGK, le principal repère spirituel donc des Afrikaners, leur donnait un fondement religieux. Mais voyant que la NGK était du mauvais côté de l'histoire, la NGK a changé d'orientation à la fin des années 80 en persuadant donc ses adeptes de changer de politique et de prôner donc la réconciliation et le mélange des races. Donc c'est une véritable révolution qui a permis donc au pouvoir blanc donc de changer de politique. Un président qui à l'époque est chrétien également. Absolument, De Klerk qui était protestant. Et même Botha, avant Botha avait déjà eu des dialogues avec donc, des dirigeants religieux, mais le véritable virage a été pris par De Klerk qui a osé
reconnaître d'une part l'ANC, donc le mouvement de Mandela, donc, qui était hors la loi à l'époque, et qui a osé libérer Mandela en 90. Et avec une motivation également spirituelle, ça c'est important à signaler sur KTO. Aujourd'hui, on a encore besoin de réconciliation en Afrique du Sud. Et est-ce que les églises mènent encore cette réconciliation? Ah oui, absolument, absolument. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre civile, ça s'est pas trop mal passé en Afrique du Sud. Ça s'est pas trop mal actuellement, passé. le grand problème de l'Afrique du Sud, ce n'est plus l'apartheid racial, c'est qu'un apartheid social. Disons qu'avant, les riches étaient blancs, les pauvres étaient noirs. Or maintenant, une nouvelle bourgeoisie noire qui a émergé, une classe noire qui a émergé, mais il y a des nouveaux pauvres qui sont apparus notamment chez les Blancs. Et c'est une très bonne transition puisqu'il y a aussi des problèmes de corruption, en Afrique du Sud. Si l'apartheid est définitivement enterré en 91, il y a encore des problèmes. Les victimes d'hier sont au pouvoir aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais maintenant, c'est la corruption qui menace l'État. On regarde l'analyse sur cette question d'un évêque sud-africain. Le problème de la corruption est énorme. Nous, qui faisons partie de la société civile, lorsque nous regardons le sommet de l'État et ses niveaux intermédiaires, nous sommes inquiets. Nous voyons des gens qui sont arrivés à leur poste parce qu'ils ont joué un rôle dans la libération du pays et qu'ils sont aujourd'hui membres du parti au pouvoir. Ils clament « Nous nous sommes battus, nous avons souffert. Du coup, nous avons le droit de recevoir une petite récompense en contrepartie. » Et ainsi, la frontière entre garder une conduite honnête et aller piocher dans l'argent public est extrêmement floue ces derniers temps. Les qualités de leadership d'un Mandela, d'un Sisulu, d'un Oliver Tambo, de ces grands héros dans l'ancienne génération de l'ANC, je ne les vois pas transparaître dans la nouvelle génération. Ce sens désintéressé du service rendu au pays, cette conscience d'être des dirigeants à même de transformer la vie de leurs concitoyens, ce dévouement pour le futur du pays, je ne les vois pas chez les jeunes politiciens d'aujourd'hui. Voilà pour cette analyse de cet évêque sud-africain. C'est pas inintéressant, c'est un peu la gueule de bois là-dessus, sur cette question de la corruption. La corruption, ça tient au fait qu'il y a un parti dominant qui est l'ANC, African National Congress, qui est le parti de Mandela, donc qui occupe pratiquement tous les postes de direction. Et quand un parti est dominant, eh bien, ça entraîne bien sûr du favoritisme et du clientélisme. Mais je veux rajouter que le principal fléau actuel de l'Afrique du Sud, c'est pas la corruption, c'est la criminalité. Il faut savoir qu'il y a 20 000 meurtres par an, c'est-à-dire 50 par jour. C'est un des pays les plus violents au monde. C'est un des pays les plus violents, mais cette criminalité, c'est pas une criminalité noir contre blanc, mais pauvre contre riche. Pour revenir sur ces figures qu'évoquait cet évêque dans cet extrait de documentaire, il parlait de la figure de Mandela. Oui. Mandela également, une figure chrétienne de l'Afrique du Sud. Mandela était fils de protestant, effectivement, et Mandela est devenu un mythe. Et ce mythe a servi beaucoup l'Afrique du Sud, car pendant de nombreuses années, lorsque Mandela est venu au pouvoir en 1994, eh bien, beaucoup de nations africaines ont fait appel à lui pour jouer le rôle de médiateur. Notamment en Côte d'Ivoire, au Burundi, aux Comores, il a joué le rôle de médiateur. Il n'a pas toujours réussi, mais sa présence donnait un souffle d'espérance, le souffle du Cap de Bonne-Espérance, comme on parlait tout à l'heure. Est-ce que finalement, cette violence que vous évoquiez à l'instant, qui frappe l'Afrique du Sud, c'est pas une conséquence de l'apartheid où on a eu l'habitude d'avoir une culture violente ? Peut-être, mais je crois que c'est une conséquence de la nouvelle fracture sociale qui existe. Il y a toujours des pauvres. On parlait tout à l'heure de la bourgeoisie noire, de la classe moyenne noire qui a émergé et qui est devenue donc une classe de possédants. Donc ça représente en gros 10 à 15% des Noirs, mais il y a toujours 80% de Noirs qui sont toujours aussi misérables. Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait sur ce terrain-là ? L'Église, elle essaye elle tient un discours donc de conciliation, de modération. Elle joue un rôle important, mais pour l'instant, eh bien, cette criminalité reste toujours donc l'un des soucis majeurs. De l'Afrique du Sud. Ce qui entraîne donc un développement des compagnies privées de sécurité. Les gens
qui ont des propriétés privées, des vigiles, des caméras de vidéosurveillance. C'est vraiment un pays qui se bunkérise, entre guillemets. Alors, signe de cette ultra-violence, on va le voir en image, l'assassinat d'un prêtre français. Alors, on ne va pas voir en image, bien entendu, l'assassinat de ce prêtre français, mais en tout cas, des images d'archives qui ont été tournées dans la paroisse de ce prêtre français. Ce prêtre français, c'était un père blanc. Le père Louis Blondel a été assassiné en décembre dernier. On voit donc ces images d'archives tournées dans sa paroisse avant l'assassinat. Le père Blondel était missionnaire depuis 44 ans, dont 22 ans passés en Afrique du Sud. En juin 2009, il avait terminé un deuxième mandat comme supérieur de la province d'Afrique australe. Et il venait d'ouvrir cette nouvelle paroisse à Diepsloot. C'est un township. Un township, c'est quoi? C'est un bidonville, en fait. C'est un bidonville. Mais une vraie ville, en fait, puisque là, dans ce township, il y a 200 ou 300 000 personnes. C'est ça, oui, qui vivent dans des conditions assez difficiles. Hein. Et c'est une condition de l'apartheid. Il y avait des townships pour noirs, des townships pour métis, des townships pour indiens, etc. Et ça, c'est encore... Et ça, c'est resté. Ça, il y a toujours des noirs qui vivent dans les townships. Hein. Et là, le travail de l'Église et des églises en général, quel est-il dans ces townships? C'est de porter l'Évangile et puis de calmer les gens qui réclament toujours plus, parce que pour eux, pour cette majorité noire, rien n'a changé. Voilà. Alors la société sud-africaine qui est également ravagée, qui fait face également à un autre fléau, c'est le sida. Le sida. Alors ça, c'est un des grands fléaux qui a explosé après l'apartheid. Hein. 12% de la population sud-africaine serait touchée par le virus HIV. Alors ça tient au fait que Thabo Mbeki, qui était le successeur à Mandela, n'a pas pris en compte ce mal. Et le mal a été pris en compte tardivement, hein, grâce notamment à la fondation Clinton, du nom de l'ancien président, qui a lancé une politique d'aide et d'accès aux médicaments ARV, antirétroviraux, justement pour permettre à la population d'avoir accès à ces médicaments. Donc il y a un gros effort qui a été fait par ces fondations et par la communauté internationale, justement pour aider donc le gouvernement à faire face à cette tragédie médicale. L'Église catholique, qu'est-ce qu'elle fait sur ce terrain en Afrique du Sud? L'Église catholique, elle prône l'abstinence et la fidélité, hein, ce qui va à l'encontre de certaines traditions africaines qui refusent, beaucoup de traditions africaines, l'usage du préservatif, par exemple. Donc là, il y a un travail... Donc, il y a un travail de pédagogie à faire, qui est loin d'être gagné pour l'instant. D'accord. Est-ce que ce sida touche aussi bien la population blanche que la population noire? Surtout les noirs. Il touche très peu la population blanche, il touche les noirs majoritairement pour des questions de culture, de tradition, hein, et d'ancrage à des coutumes ancestrales. Est-ce que c'est l'un des plus grands problèmes aujourd'hui de l'Afrique du Sud, ce sida? Non, le plus grand problème, c'est la criminalité. Et l'autre problème, c'est une inquiétude, c'est le problème de la répartition des terres. Actuellement, il faut savoir que 80% des terres sont encore entre les mains des Blancs africanaires. Or, lorsque Mandela est venu au pouvoir en 1994, il avait promis d'en restituer 30% donc aux Noirs. Et 15 ans après, seulement 3% ont changé de main. Donc le problème n'a pas été réglé. Et le problème a été repoussé à 2014. D'ici 2014, les gouvernements sud-africains qui sont succédés ont promis donc d'en restituer 30% donc aux Noirs. On arrive doucement à la fin de cette émission. Oui. Pour l'Église catholique et plus généralement les églises chrétiennes en Afrique du Sud, quel est le principal défi? Le principal défi, c'est de maintenir une certaine paix sociale. Paix sociale qui a eu lieu après la transition réussie en 1994 entre le pouvoir blanc et le pouvoir noir. Et le défi, c'est de maintenir aussi le dialogue avec toutes les églises, notamment les églises noires, et notamment l'église chrétienne de Sion, qui est une église noire qui regroupe 5 millions de Noirs, et qui mélange tradition africaine et tradition chrétienne. Et cette église chrétienne de Sion, qui n'a rien à voir avec Sion en Israël, mais qui est issue du courant éthiopien au XIXe siècle, cette église a toujours prêché l'humilité, mais pas la guerre.
Et bon, on se terminera cette émission sur ces mots. Merci Michel Klein d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'Afrique du Sud. Et puis pour aller plus loin dans la découverte de l'Afrique du Sud et de son paysage religieux, il y a d'ailleurs un chapitre sur la religion passionnant dans votre livre. C'est le défi sud-africain, le creuset des controverses. C'est aux éditions France-Europe. Et puis un autre conseil de lecture, le livre de Georges Laurie qui s'appelle L'Afrique du Sud. C'est aux éditions Cartala. Enfin, à signaler l'édition d'un hors-série très bien fait du Courrier international sur Nelson Mandela. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.